Bonjour à tous et bienvenue dans le 53e épisode de Be My Guest. Nous sommes en live sur LinkedIn, Twitter, Facebook et YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de l'automobile, l'histoire avec un grand H, puisque celui dont nous allons évoquer la mémoire a, en à peine 16 ans, révolutionné l'automobile et les techniques de vente. André Citroën, pour reprendre les mots de Jacques Séguéla, a tout inventé et 100 ans plus tard, il est toujours d'une modernité incroyable. Pour revenir sur le destin hors norme d'un visionnaire, j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui dans l'émission son petit-fils, Henri-Jacques Citroën. Bonjour Henri-Jacques, merci d'être là avec nous. Merci beaucoup. Merci Stéphanie de m'avoir invité. Merci à tous les auditeurs ou téléspectateurs de bien vouloir regarder cette émission et cette interview. Alors, Henri-Jacques André Citroën est né en 1878. L'automobile n'en est encore qu'à ses balbutiements. Rien ne le destinait à faire de l'automobile. Est-ce que vous pouvez nous parler de sa famille et de son enfance? André Citroën est le fils de l'immigration, puisque c'est son père qui immigre en France. Et le tréma sur le nom Citroën apparaît lors de l'inscription d'André Citroën à l'école pour faciliter la prononciation, parce que c'est une famille qui vient de Hollande. Et en Hollande, Citroën n'a pas de tréma, donc c'est plus difficile à prononcer. Et donc, André Citroën devient français au moment où il est admis à l'école polytechnique, parce que pour être polytechnicien, il fallait être français. Donc, vous voyez, c'est vraiment un pur produit de l'immigration. Sa mère était polonaise, donc son père immigré. Donc, c'est une famille qui est extrêmement européenne, son épouse italienne. Et le fait d'avoir de la famille en Pologne a fait que quand il avait terminé l'école polytechnique, il est allé en vacances voir sa famille. Et à l'occasion de ce petit séjour, il rencontre un ingénieur qui avait conçu le principe de l'engrenage à chevron. Et il avait trouvé ça absolument génial. Il a tout de suite pensé que c'était une invention qui pouvait avoir beaucoup de succès parce que ça permettait aux équipements de transmission de puissance de transmettre plus de puissance et ça permettait aussi d'avoir des appareils qui étaient moins bruyants. Donc, il achète immédiatement le brevet, il prend le premier train, il se rend en France pour déposer le brevet en France et il se prépare à lancer donc sa première entreprise. Il a commencé à produire en 1901, qui s'appelait tout simplement Engrenage Citroën. Donc, il a conçu les machines pour fabriquer ces engrenages à chevron qui n'est pas facile à faire. Et si je souligne cette partie de sa vie, c'est parce que les engrenages en question, qui, comme vous le voyez sur la photo, ont une forme en V, double V, c'est ce qui a donné le logo plus tard à la société Citroën. Alors, donc, il crée sa première entreprise en 1901 et je crois qu'ensuite, il va intégrer l'entreprise Morse qui faisait des voitures depuis 1898 en France également. Voilà. Donc, il commence à développer sa société des engrenages. Il commence à vendre les engrenages un petit peu partout. Et d'ailleurs, j'ai la chance d'avoir récupéré le premier livre des commandes. Et le livre, il est vraiment spectaculaire parce qu'on a l'impression que c'est un livre qui a été écrit par des moines, comme ce qu'on voit dans les livres du Moyen-Âge, tellement c'est bien écrit. Et dans les premières pages, on avait l'impression qu'il avait déjà imaginé ce que pouvait être un tableau Excel. Pourquoi je dis ça? Parce que au début, vous aviez des espèces de cases qui correspondaient à chaque lettre de l'alphabet. Et dans chaque case, il mettait le client dont le nom commençait par la lettre en question. Donc, vous pouviez retrouver
tout de suite à quelle page se trouvait la commande de tel client, à quel moment il était passé. Enfin, c'était spectaculaire. Donc, l'entreprise se développe et soit dit en passant, elle existe encore. Et c'est un des leaders mondiaux dans ce domaine. Ce qui se passe, c'est qu'elle a changé de nom parce que pendant longtemps, elle s'est appelée Engrenage et Réducteur Citroën, Messiaen Durand, parce que la société avait racheté des concurrents. Et quand le groupe PSA a décidé de la vendre à la fin des années 90, il y a un groupe qui l'a racheté et qui a changé le nom Citroën Messiaen Durand CMD. Donc, si vous regardez sur LinkedIn ou ailleurs, vous allez voir que c'est un des leaders mondiaux et il se fait que c'est un concours de circonstances que je représente l'entreprise dans certains pays d'Amérique latine. Bon, pour revenir à votre question, donc comme c'était un industriel qui commençait à être un petit peu connu, la société Morse, qui est une société qui fabriquait des automobiles et qui était en difficulté, fait appel à lui et l'engage comme directeur pour redresser l'entreprise. C'est à ce moment-là qu'il se décide aller aux États-Unis pour voir quelles étaient les méthodes qui étaient mises en place et qui étaient inventées, sachant il savait très bien que les Américains étaient en avance par rapport aux Européens dans le domaine de l'organisation industrielle. Donc, il se rend là-bas et il voit qu'effectivement, il y avait un foisonnement intellectuel impressionnant dans le domaine de l'industrie et il se dit, bon, ben c'est là que vont être inventées les choses du futur, donc il faut que je sois vraiment en contact avec cet univers. Et c'est d'ailleurs pour cela que quand il a commencé à produire les voitures, on va en parler tout à l'heure, quand on voulait être embauché comme ingénieur chez Citroën, il fallait parler anglais. Déjà à l'époque, c'était une exigence. Voilà. Donc, en 1912, quand il se rend aux États-Unis, il découvre ce monde qui va l'influencer, mais fortement dans l'organisation industrielle de toutes les entreprises qu'il va lancer après. Donc, il rencontre un Non, c'est pas sûr, on ne sait pas. Il y a des gens qui disent que oui, il y a des gens qui disent que non. On ne sait pas s'il l'a rencontré, mais enfin, il a rencontré du beau monde à ce moment-là. Et la guerre arrive vite. Et comme tout homme valide, ben, il participe au combat, il est envoyé au front. Et assez vite, après le début de la guerre, il a la grande tristesse d'apprendre que dans une tranchée, son frère Bernard, qui lui était très cher, a été tué en essayant de secourir un compagnon. Donc, il a été très affecté. Mais ce qui l'affectait ou l'exaspérait au plus haut point, c'était de voir que les Allemands envoyaient sur les lignes françaises beaucoup plus d'obus que le contraire. Et donc, pour lui, c'était intolérable, inadmissible. Donc, il a demandé très vite à son supérieur dans les tranchées de pouvoir aller voir le ministre de la guerre pour lui proposer la construction immédiate d'une usine d'obus pour faire jeu égal avec les Allemands. L'autorisation lui est donnée, donc il se rend à Paris. Il explique quel est son projet et on lui donne carte blanche pour ce faire. Il achète des terrains à Chavel, dans le 15e arrondissement de Paris. Et en 4-5 mois, il construit l'usine, il fait construire l'usine qu'il équipe. Et à l'époque, ça devait être un tour de force parce que il fallait pouvoir acheter toutes les machines, il fallait pouvoir les importer. Donc, il met en place une organisation extrêmement moderne pour l'époque pour fabriquer les obus à la chaîne. Et comme la majeure partie du personnel des femmes, il a organisé d'un point de vue social l'entreprise pour que les femmes puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Donc, ça veut dire j'installe des garderies, infirmeries, tout ce qu'il faut pour que le personnel soit bien traité et puisse travailler en toute tranquillité. Il y avait même des prix subventionnés qui étaient accordés au personnel pour les achats d'aliments. Donc déjà, en pleine guerre, un souci vraiment très développé du social. Et donc, ça a contribué à l'effort de guerre français, puis ça a contribué à la victoire en permettant aux troupes françaises d'être armées aussi bien ou mieux que les Allemands grâce à cette production d'obus.
Oui, donc ils ont 26 millions d'obus et effectivement, donc, il avait une importance sociale, contrairement à son grand concurrent de l'époque, Louis Renault, qui lui avait une image beaucoup plus dure et qui n'avait pas ce côté social que pouvait avoir André Citroën. D'ailleurs, Louis Renault, qu'il a rencontré, qui sera son concurrent toute l'année, toute la vie, mais qu'il avait déjà rencontré sur les bancs de l'école au lycée Condorcet. Oui, ils se connaissaient depuis qu'ils étaient petits. Ils ne savaient pas qu'ils allaient être impliqués dans une telle concurrence, puisque comme vous disiez au début, rien ne prédestinait André Citroën à être un des grands industriels de l'automobile. Mais il se fait que la concurrence entre eux a été très très forte, chacun observant en permanence ce que faisait l'autre, essayant de faire mieux. D'ailleurs, ça a contribué à la perte d'André Citroën à la fin. Bon, on en parlera plus tard. C'était vraiment un grand rival. Mais Louis Renault a eu une phrase fameuse, c'est André Citroën nous fait du bien à tous parce qu'il nous empêche de nous endormir. Donc André Citroën, c'est toujours l'élément qui finalement stimulait les autres pour faire plus et mieux. Mais d'un point de vue caractère, les deux n'avaient absolument rien à voir l'un avec l'autre. André Citroën était quelqu'un de très exubérant, qui aimait la vie, qui faisait beaucoup de bruit, qui, comme l'a écrit un journaliste récemment, a peut-être été celui qui a inventé le buzz, alors que Louis Renault était beaucoup plus réservé, beaucoup plus, disons, moins visible, faisant en sorte que bon, que ces entreprises fonctionnent de la meilleure manière possible. Mais lui, on ne le voyait pas. Il était dans sa maison en Bretagne ou en Normandie, je ne me souviens plus. Et donc, c'était vraiment des caractères qui étaient complètement différents. Voilà. Donc, alors, à la fin de la guerre, donc plus besoin de fabriquer des obus, et André Citroën décide de reconvertir l'usine de Javel en usine automobile. Voilà, c'est ce qui se fait. Donc, c'était quelque chose qu'il devait avoir en tête depuis un certain temps parce que l'armistice était à peine signé, que déjà le premier modèle était conçu, était imaginé. Donc, il fallait simplement changer l'organisation de l'usine pour pouvoir produire donc les voitures en appliquant les méthodes américaines. Et le but de la manœuvre, c'était mettre sur le marché une voiture accessible pour tous, donc qui ait un prix qui soit vraiment le plus compétitif possible, proposer une voiture qui soit complètement équipée, parce qu'à l'époque, quand on achetait des voitures, tout était pratiquement en option, y compris les phares, par exemple. C'est tout juste si le volant n'était pas en option. Enfin, je pense que c'était la dernière chose à mettre en option, évidemment. Mais donc, une voiture absolument complète et puis donc facile d'achat avec l'invention des ventes à crédit. Et donc voilà, c'est comme ça que commence. Mais quand vous commencez à produire à grande échelle un produit quel qu'il soit, surtout de l'automobile, ben, il faut le vendre. Et donc pour ce faire, il a commencé à inventer toute une série de méthodes et d'actions pour faire connaître la marque. Alors, par exemple, il y a une lettre que j'ai dans les dossiers de la famille qui est super intéressante. C'est une lettre qu'André Citroën envoyait à des milliers de clients potentiels. C'était des clients potentiels qui, jusqu'à ce moment-là, utilisaient des chevaux. Et donc, il leur envoyait une lettre dans laquelle il expliquait pourquoi il vaut mieux avoir une voiture qu'un cheval. Donc, il explique qu'un cheval, ça consomme, ça doit manger, donc que ça consomme tant de foin, ça coûte tant le foin. Ensuite, le cheval, il peut pas travailler à temps complet. Et puis, même s'il travaille pas, il faut le nourrir. Alors que la voiture, elle va plus vite, elle consomme de l'essence que si on l'utilise. Et puis, bon, tous les avantages, etc. Donc, acheter une voiture, évidemment, acheter une voiture Citroën. Donc, c'était des méthodes qui étaient
je dirais révolutionnaire pour l'époque parce qu'il avait carrément créé, dès 1919, une direction de la communication qui imaginait des affiches, qui faisait des mailings systématiques à toute la clientèle. Et on est en 1919. Et pour vendre, il faut aussi qu'il y ait des points de vente. Donc, dès cette époque, il y a un de ses directeurs qui s'appelait Félix Schwab, qui était un conseiller du commerce extérieur de la France, qu'il envoie de par le monde pour créer des concessions, trouver des agents, mais partout au Japon, en Chine, évidemment, en Europe, un peu partout. Donc, il y a une opération d'implantation commerciale, mais extrêmement rapide, extrêmement dynamique, ce qui fait que André Citroën, très très vite, est présent partout avec des concessions qui souvent étaient des bâtiments art déco ou des bâtiments qui étaient tout à fait remarquables. Donc, vous voyez, il y a des actions, mais absolument tous azimuts. Ensuite, avec l'invention de la publicité. Et très vite, André Citroën s'intéresse même révolutionnaire. Qui s'intéresse à la clientèle. Oui, donc j'allais y venir. Oui, oui, il avait un comportement dans ce domaine qui plaisait pas du tout aux conservateurs de l'époque, parce que bon, les femmes à cette époque-là n'avaient pas les mêmes droits que les hommes, et il essayait de mettre en avant les femmes, et donc vous avez montré à l'instant la publicité sur la femme moderne ne circule qu'en Citroën, qu'en cabriolet Citroën. Donc, il essayait de promouvoir la voiture auprès de la femme, pour que la femme les conduise. D'ailleurs, lui qui n'était pas un passionné de l'automobile en tant que soi, puisqu'il conduisait à peine, c'était pas le genre à mettre la main dans le cambouis, il était souvent conduit par sa femme, par son épouse. Donc pour lui, c'était normal que la femme soit au volant et conduise et apprécie les voitures. D'ailleurs, ce sont les premières publicités que l'on voit où vous avez les belles voitures Citroën dans des contextes qui sont beaux, avec des jolis paysages et autres, et avec des personnes qui sont élégantes, des femmes qui sont élégantes. C'était une manière toute nouvelle de faire de la publicité. Mais de manière toute nouvelle aussi, la publicité sur la Tour Eiffel. La plus grande, je crois que c'est la plus haute publicité qu'on a jamais vue dans l'histoire. Pendant 10 ans, le nom de Citroën était inscrit sur la Tour Eiffel. Et ça, c'est quelque chose qui est assez remarquable. Et ce qui a permis, d'ailleurs, ça a facilité, selon Lindbergh, qui venait de traverser l'Atlantique, il a dit quand ça m'a permis de bien m'orienter pour aller vers Paris, parce que de loin, je voyais la Tour Eiffel illuminée. D'ailleurs, quand arrivé à Paris, une des premières choses qu'il a faites, c'était d'assister en tant qu'invité d'honneur à un très grand banquet offert par André Citroën pour tout le personnel de l'usine. Oui, il ne ratait pas une occasion de faire parler de lui, parler de lui et donc de la marque. Et donc de la marque. Avant cette opération justement sur la Tour Eiffel, qui a nécessité quand même 250 000 ampoules, 400 mètres de câbles, les lettres faisaient 20 mètres de haut. Avant cette opération, quelques années auparavant, il avait écrit dans le ciel avec un avion Citroën. Donc là, c'était quand même déjà impressionnant, et à chaque fois, ça mettait Louis Renault dans une rage folle. Oui, tout à fait. Bah oui, quand vous avez des méthodes un peu classiques de promotion de vos produits, que vous voyez quelqu'un qui passe son temps à inventer des choses qui créent un grand impact, c'est sûr que ça doit vous désoler. Ce qu'a fait André Citroën à ce moment-là, de faire inscrire son nom dans le ciel, je vous signale que ça a été repris lors de la célébration du centenaire à la Ferté-Vidame, ce qu'on appelait le Rassemblement du siècle, qui a réuni 60 000 personnes en juillet 2019. Il y a là un avion aussi a refait la même chose
a inscrit le nom Citroën dans le ciel. Il a même réussi à mettre les trémas sur le E, ce qui n'est pas évident pour un avion qui est en train de voler. Donc, les organisateurs du Rassemblement du siècle l'ont refait, ça. Mais alors, grande opération de relations publiques et de promotion générale de l'automobile et de la marque Citroën ont été les croisières. Tout à fait. Alors, la première, en 1924, la croisière noire, qui n'était pas seulement une opération de relations publiques automobiles, mais qui était aussi une mission économique, humanitaire, scientifique et culturelle. Donc, et qui a duré plusieurs mois. Donc, c'était d'octobre 1924 à juin 1925. Ben voilà, vous avez tout dit, j'ai rien à ajouter. Non, en fait, pour faire cette traversée de l'Afrique, il a fallu mettre au point les fameuses autochenilles, qui est un peu l'ancêtre du char, du tank, des voitures tout-terrain. Et donc, il a été décidé de traverser toute l'Afrique pour ouvrir des voies de communication à tous les pays qui allaient traverser, pour faciliter ensuite le commerce entre tous les pays, et puis le commerce avec la France, pour faciliter les liens, pour rapprocher les gens. Bon, en même temps, on testait les machines, et comme vous le disiez, c'était des opérations qui étaient scientifiques, puisqu'il y avait des ethnologues, archéologues, etc. Il y avait toute une équipe, il y avait des cinéastes, il y avait même un cuisinier émérite qui était à bord, parce qu'il partait du principe que d'abord les expéditionnaires devaient être bien nourris, mais surtout en cas d'invitation par des tribus qui allaient être rencontrées, si on leur proposait, on les invitait, la tribu les invitait à un bon repas, il fallait rendre le repas, donc il fallait quelqu'un qui soit capable de concevoir des dîners sur la base d'hippopotames ou de rhinocéros ou autre. Et donc il y a un livre qui a été écrit sur les menus des croisières. Donc, bon, ça c'est la croisière noire, donc qui traverse pendant plusieurs mois toute l'Afrique et qui. Alors, je vais faire un aparté parce que vous avez mentionné les autochenilles et vous m'avez fait parvenir une photo justement, un gros plan d'autochenilles avec Charlie Chaplin. Ah oui, je vais envoyer cette photo parce que il se fait que Charlie Chaplin était très ami de mon grand-père. Et il se retrouvait au moins une fois par an pendant les vacances d'hiver à la montagne en France. Et donc un jour, une autochenille est présentée pour montrer qu'elle pouvait circuler sur la neige. Et mon père me raconte que lors d'un des repas pris ensemble, Charlie Chaplin a commencé à poser beaucoup de questions sur la manière de produire les automobiles, sur le travail à la chaîne et comment ça se passait. Et puis mon grand-père a répondu à toutes ces questions, dont il lui a expliqué exactement comment se produisaient les voitures avec cette méthode. Et bien quelques mois après, on a vu un nouveau film de Charlie Chaplin diffusé sortir dans les salles. C'était Les Temps modernes. En fait, le film des Temps modernes, c'est un film qui a été réalisé pour se moquer de son ami André Citroën. Voilà, donc. Alors, oui. D'abord, la croisière noire, pendant cette croisière noire, les ethnologues ont également rapporté des animaux. Voilà, ils ont rapporté toutes sortes d'objets qu'ils ont pu trouver, mais ils ont rapporté aussi, ils ont réussi à rapporter des animaux qui ont été empaillés, qu'on peut voir dans les centres de stockage un peu spécial du Jardin des Plantes. Donc, mais là, il faut une autorisation spéciale. Mais moi, j'ai eu l'occasion de voir tous ces animaux qui ont été rapportés. C'est assez impressionnant. Donc, c'était vraiment des opérations scientifiques. Alors, la grande opération, c'est la croisière jaune que André Citroën voulait que ce soit le test ultime pour les hommes et pour les machines. Donc, vous imaginez, on est en 1931. L'idée, c'était de traverser tout le continent asiatique en partant du Liban et en arrivant à Pékin. Pour ce faire, l'organisation a été vraiment considérable puisque d'abord, il fallait obtenir les autorisations de tous les pays qui allaient être traversés. Vous imaginez, vous partez du Liban, vous avez la Syrie, l'Iran, l'Irak, l'Inde, etc. Des pays qui souvent
était en guerre ou en guerre civile. Et donc, il fallait, premièrement, des autorisations. Puis, deuxièmement, il fallait aussi prévoir les approvisionnements en essence et en pièces de rechange. À l'époque, il n'y avait pas de station-service. Donc, pendant un an, il y a des gens qui ont circulé un petit peu partout pour le compte d'André Citroën pour installer des stocks d'essence ici et là, pour installer des stocks de pièces de rechange, pour avoir tous les soutiens logistiques que pouvaient donner les populations. Donc, ça a été un travail qui était vraiment considérable. Et puis, donc, en 1931 commence l'expédition, qui a été aussi c'était une expédition scientifique avec toute une série d'archéologues, ethnologues. Il y a le père Teilhard Deschardins qui était aussi membre de l'expédition. Et donc, et tout ça, ça a été filmé. Il y a un film qui existe, qui est visible une fois de temps en temps, mais qui est remarquable parce qu'on voit Bagdad à l'époque. C'était une ville qui était splendide. On voit Palmyre, on voit tous les endroits que les gens connaissent plus ou moins parce qu'ils l'ont vu dans les livres, mais vous les voyez avec la population, etc. Puis comme les Russes, au dernier moment, ont retiré leur autorisation de traverser le sud de la Russie, du coup, André Citroën était très inquiet parce qu'il se dit, mais alors si on ne peut pas passer par la Russie, comment faire? Donc, l'idée a été de traverser l'Himalaya. Et c'était compliqué parce que l'Himalaya, c'est quand même une sacrée montagne. Et donc, ils se sont dit, bon, on va trouver un chemin. Et les autochtones ont commencé à traverser l'Himalaya. Et il y a une fameuse image, je ne sais pas si vous l'avez, voilà, l'image qui est super angoissante parce que les autochtones passaient par des chemins où à la limite que des ânes pouvaient passer, mais enfin, ils ont essayé. Et l'autochtone que vous voyez sur la photo, tout d'un coup, elle se retrouve avec le vide sous elle, tout s'est effondré. Et donc, l'autochtonie, celle-ci et les autres ont été démontés, ils ont continué le chemin à dos d'âne, et après, ils ont remonté les voitures. Et il s'est passé 1000 choses pendant cette croisière jaune, parce qu'il y a des tas de livres qui ont été écrits. Et ce qui était remarquable aussi pour l'époque, c'est que tous les soirs, les expéditionnaires de la croisière jaune envoyaient par radio un récit de ce qui s'était passé pendant la journée. Et donc, en France, la population pouvait suivre au jour le jour, et en 1931-1932, elle suivait au jour le jour l'évolution de la croisière. Donc, vous voyez, là aussi, un souci de la communication, une organisation de la communication qui était incroyable. À la fin de la croisière jaune, donc qui dure plus d'un an, il se passe quelque chose qui aura un effet terrible pour la suite, c'est que le directeur de la croisière, qui était dans la croisière, qui était dans l'expédition, qui était Georges-Marie Hart, qui était le bras droit d'André Citroën depuis toujours, qui était son ami, son homme de confiance, et qui était la personne qui tempérait les ardeurs de mon grand-père, qui essayait de lui rappeler qu'il y avait des réalités, parce qu'André Citroën était avant tout un grand optimiste qui croyait dans son étoile et croyait dans l'avenir. Georges-Marie Hart, à la fin de la croisière jaune, meurt. En fait, la croisière jaune se termine en Chine, mais après, elle poursuit sa voie jusqu'en Indochine, et il meurt à ce moment-là. Et donc, André Citroën se trouve sans cet élément modérateur. Et à ce moment-là, on est en pleine crise économique mondiale, donc les ventes commencent à baisser dans tous les domaines, y compris dans l'automobile. Et André Citroën va rendre visite à la nouvelle usine de Renault à Billancourt, qui était vraiment à l'époque le dernier cri d'un point de vue industriel, d'un point de vue équipement. Et quand il voit ça, il devient très jaloux et il se dit, moi, je vais transformer mon usine de Javel, pour qu'elle soit encore plus belle, plus grande, plus dynamique, plus efficace, plus tout. Et donc, alors qu'on est en pleine crise, il le fait. Et donc, l'investissement était considérable, alors que les ventes baissent. Et là commencent les difficultés financières, les difficultés de trésorerie d'André Citroën. Et c'est à ce moment-là qu'il se dit, bon, ben, il faut que j'arrive à commercialiser la voiture qui va être la voiture du futur, la traction avant, dont il a eu l'idée en visitant
les États-Unis, en visitant en particulier un ingénieur très connu qui avait sa société qui s'appelait Edward Budd, qui a eu lui l'idée de la croisière, de l'attraction avant. Et donc, il essaye de la commercialiser le plus vite possible pour faire face à ces difficultés de trésorerie. Mais une voiture, ça se met pas au point comme ça en si peu de temps. Et donc, quand elle est commercialisée, elle a un certain nombre de défauts et les acheteurs la rendent et ça complique encore plus la situation. Et donc, en décembre 1934, il y a un petit créancier qui présente sa créance devant le tribunal et là-dessus les autres créanciers font de même. Et puis c'est là que André Citroën, qui était malade, n'arrive pas à se battre, perd le contrôle de la société et meurt. Alors, on va 1933 a été une année décisive. Là, il y a un donc, il y a eu effectivement la mort de Charles qui tempérait toujours les ardeurs d'André Citroën parce il dépensait sans compter, l'argent n'avait pas beaucoup d'importance pour lui. D'ailleurs, il possédait rien à part ses usines. Et il lance des défis. Enfin bon, il veut battre des records du monde. Il y a la Rosalie, la fameuse Rosalie en 1933, qui bat un record du monde sur le circuit de Montlhéry. Alors, j'ai une photo ici. Donc, elle va battre le record du monde de distance sans arrêt, 300 000 kilomètres en 134 jours à plus de 93 km/h de moyenne. Donc là, c'est absolument exceptionnel. Donc, du 15 mars au 17 juillet, sans un seul arrêt. Donc, il y a ceci. Il y a effectivement l'usine de Javel. Et il va y avoir également un énorme banquet en 1933 où il y aura plus de 6000 convives pour fêter donc l'inauguration de la nouvelle usine que vous avez mentionnée. Donc, tout ça, effectivement, n'arrange pas les finances d'André Citroën. Et André Citroën était malade depuis quelque temps, mais c'est effectivement, ça va précipiter les soucis d'argent vont précipiter sa chute. Alors, il faut savoir quand même qu'en 1921, vous me direz si je me trompe, André Citroën avait approché General Motors pour qu'il prenne des parts dans la société Citroën. Il voulait céder donc 50% des parts. Et en fait, General Motors n'a pas voulu. Ils ont préféré se tourner vers Opel parce que la gestion financière d'André Citroën était un peu trop artistique, on va dire. Et il a préféré la rigueur des Allemands en matière de finances. Donc, il connaissait déjà ses faiblesses au niveau financier. Oui, c'était un peu la réputation qu'il avait. C'était je vais de l'avant et puis effectivement c'était un peu on disait que c'était assez excentrique comme manière de gérer l'entreprise. Bon, il y avait des gens qui la géraient, mais partait du principe que bon, il n'y avait pas de limite pour les investissements. Quand il disait une idée est bonne, c'est une phrase célèbre dans Citroën. Quand une idée est bonne, il n'y a pas de prix pour la réaliser. Donc, vous voyez, on va toujours de l'avant et puis ça marchera toujours. Le vrai joueur qui pense que l'échec n'existe pas. Donc, ça a été effectivement quelque chose qui intriguait, qui inquiétait les financiers ou d'éventuels partenaires. Bon, de façon générale, il était aussi assez distant par rapport aux banques qui ne tenaient pas dans une grande estime, qui le lui ont rendu quand il a eu ses difficultés de trésorerie, parce que quand il a demandé aux banques de l'aider, avec un petit sourire, elles lui ont dit va chercher ailleurs. Et puis, il a aussi demandé l'aide de l'État qui lui a pas donné. Il a demandé l'aide de ses partenaires, donc surtout en particulier Michelin, qui lui a pas donné. Ça a permis à Michelin de prendre le contrôle complet de la société. Donc, qui équipait en pneus les Citroën et Michelin qui avait déjà des actions de Citroën parce que c'est ainsi que d'André Citroën calmait Édouard Michelin. Voilà, c'est ça. Donc, Michelin prend le contrôle et au bout de quelques mois, la traction avant ayant été mise au point, ça a été un énorme succès et dès 1900, peut-être pas 35, mais 36, l'entreprise est devenue florissante et grâce à cette traction avant qui a été le succès que vous savez. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que
malgré son absence, donc après sa mort, ben, l'impulsion qu'a donnée André Citroën est restée pendant très très longtemps. La société Citroën, c'est toujours une entreprise qui est perçue comme une société qui essaye d'inventer. J'en parlais récemment au directeur du design de Citroën, qui est en poste depuis 1 an et demi, qui venait de Kia et avant de BMW. Et puis je disais, mais comment fait-il que tu sois travaillé chez Citroën après avoir été dans des entreprises pareilles? Il me dit, c'est le rêve de tout designer de travailler un jour chez Citroën. Moi, ça m'a impressionné comme réaction, parce que je me rendais pas compte que même aujourd'hui, c'est perçu comme une entreprise qui est à l'avant-garde de l'invention. Voilà. Donc, d'ailleurs, juste une chose que j'allais dire pour expliquer pourquoi la société Citroën est peut-être la seule qui ait autant de voitures mythiques. Parce que si vous regardez les autres marques, elles ont quelques modèles qui ont marqué leur temps. Mais chez Citroën, depuis un siècle, c'est impressionnant de voir. Bon, la Tipa, c'est la première. Impressionnant dans la mesure où c'est la première, c'est une voiture complète. Mais vous avez ensuite l'Auto-Schnee, vous avez la Rosalie, vous avez la traction avant. Et puis après, André Citroën, arrivé la 2 chevaux, la DS, la SM, la XM, la C6 récente, etc. C'est une marque qui est extrêmement créative et qui crée des modèles qui vraiment touchent les gens, qui marquent les gens, ce qui fait que c'est l'entreprise qui est de loin la plus collectionnée au monde, mais vraiment de loin. Et quand au début de ce siècle, en l'an 2000, il y a eu le concours de la voiture du siècle sur Internet, dans la shortlist des internautes, la shortlist de 20 voitures, il y avait 3 Citroën, c'était la seule marque qui avait 3 voitures. Et bon, on n'a pas gagné, on a fait tout ce qu'il fallait pour que la DS gagne le prix de la voiture du siècle, qui était choisi par les journalistes spécialisés dans le monde. On s'est rendu compte qu'il y avait trop de journalistes américains qui votaient. Et en fait, dans la grande cérémonie qui a eu lieu à Las Vegas, on n'avait pas de chance de gagner. Et en fait, c'est la Ford Model T qui a gagné. Et la DS est arrivée en 3e. Mais bon, sur les 20, il y avait 3 Citroën. Donc, c'est ça qui est quand même impressionnant qu'on peut retenir. Alors, il y a on n'a pas mentionné tout à l'heure, mais tu as posé une question. André Citroën a voté pour les petites voitures, les jouets, parce qu'il voulait en fait que le 3e mot prononcé par un enfant soit Citroën. Papa, maman, Citroën. Voilà, il s'est dit que les petits-enfants avaient une influence peut-être sur leurs parents pour l'achat de la voiture, et puis de toute façon, seraient des conducteurs potentiels quand ils seraient adultes. Donc, il s'est dit, dès qu'ils sont petits, on va les familiariser avec la marque Citroën. Donc, je construis une usine qui va fabriquer des jouets Citroën, donc des petites voitures, mais aussi des petites voitures que les enfants pouvaient conduire, des voitures à pédales. Et donc, effectivement, il avait dit, il faut que les 3 premiers mots que prononcent les enfants soient papa, maman, Citroën. Alors, justement, il y a une question d'un téléspectateur qui demande si vous, dans votre famille, le 3e mot a été Citroën, justement. Est-ce que votre 3e mot, c'était Citroën? Papa, maman, Citroën? Peut-être. Peut-être parce que, en fait, depuis qu'on est petit, on vit dans cette ambiance et dans la vénération du grand-père. Et puis, depuis qu'on est petit, la famille, on est complètement repéré parce que dès que on arrivait dans une classe à l'école, au lycée, et on faisait l'appel et que tout d'un coup il y avait le nom Citroën, alors tout de suite les gens se retournent. Est-ce que tu fais partie de la famille, etc. Donc partout où l'on va, comme c'est un nom qui est pas courant, parce qu'en France il y a que notre famille qui porte ce nom. Hein, je connais pas d'autres. Donc comme c'est un nom qui est pas courant, bon, ça attire l'attention. D'ailleurs, j'ai souvent dit que je peux pas oublier mon nom parce que je l'entends tout le temps. Le matin, quand j'écoute les informations, c'est souvent la publicité, c'est Citroën, donc j'entends le mot Citroën. Je vois dans la rue, je vois mon nom partout. C'est quelque chose qui m'a toujours frappé, que ce nom soit prononcé si souvent et soit visible partout, même à l'étranger, y compris dans les pays où il n'y a pas de voiture Citroën qui circule.
Donc c'est vraiment c'est un nom qui traduit quelque chose. Souvent à l'étranger, on dit ah oui, c'est la voiture qui monte et qui descend à cause de la fameuse suspension. Voilà. Donc vous voyez, quand je disais que c'est la marque la plus collectionnée, c'est sûr que j'avais dans le monde plus d'un millier de clubs, ça fait 80 000 personnes, mais vous avez des fanas qui sont partout, des citroënistes qui sont partout. Et d'ailleurs, une chose qui m'a toujours frappé, c'est que en France, dans tous les contacts que j'ai eus, vous avez toujours, tous les gens que je rencontre, ils ont toujours une histoire à vous raconter qui concerne Citroën. Vous avez toujours un grand-père qui avait une DS, un oncle qui avait 3 2 chevaux. Il y a toujours quelque chose à raconter sur un vécu qui a un rapport avec Citroën. Donc c'est quelque chose bon, avec lequel d'ailleurs comment vous expliquez justement une telle popularité 100 ans après? Ben ça, je vais vous répondre en vous rapportant une réunion que j'ai eue avec un psychiatre américain, collectionneur de voitures Citroën, que j'ai rencontré lorsque je préparais mon discours d'inauguration du Rassemblement du siècle à la Ferté-Vidame, parce que pendant préparer ce discours, j'ai rencontré beaucoup de monde, je voulais percevoir quelle était l'émotion. Et donc, cette personne m'a expliqué comment on devient une icône et pourquoi André Citroën est une icône pour beaucoup de monde. Mais parce que au sortir de la Première Guerre mondiale, avec une France, une Europe détruite et les gens tristes, très affectés par toutes les pertes que chacun a eues, tout d'un coup apparaît quelqu'un dynamique, plein d'enthousiasme, confiant dans l'avenir, déterminé, qui se dit, voilà, nous, on va développer l'automobile, ça va rapprocher les gens, ça va permettre les déplacements, ça va faciliter la vie, en avant, on va conquérir le monde, etc. Donc, le fait de voir dans une mer de tristesse, de voir quelqu'un qui respire la gaieté, qui va de l'avant, bon, fait que vous créez une dynamique autour de vous. Alors d'abord autour des gens qui travaillent avec vous. Donc il faut voir la vénération. Moi, j'en ai rencontré un certain nombre qui étaient encore en vie, des collaborateurs de mon grand-père, une vénération sans limite. Et les gens, ils se rendent compte de tout ce qu'il a apporté pour l'industrie française, mais pas seulement pour l'industrie, parce qu'il agissait dans tous les domaines, mais il était vraiment à l'avant-garde, c'était comme on dit, un visionnaire. Une petite anecdote aussi que j'aurais dû mentionner avant sur l'organisation du service après-vente qui aussi était révolutionnaire et d'avant-garde. Il y a quelque temps, une dizaine d'années, j'étais dans le bureau du PDG du groupe PSA, Philippe Varin, qui me dit tiens, je vais te montrer quelque chose. Alors, il va chercher dans un placard un livre et il me dit regarde, c'est le manuel des concessionnaires de 1932. Ouvre-le, il est applicable aujourd'hui à la lettre. Regarde comment on traite le client quand il arrive, quel est le modus operandi justement de l'attention au client, de la proposition des pièces, des services, etc. Il me dit, mais ça s'applique aujourd'hui à la lettre. Donc, vous avez quelqu'un qui est un leader. Et donc, ça se traduit par cette réaction. Et quand je vais dans les rassemblements, parce qu'il y a tellement de clubs qu'ils ont des rassemblements très, très souvent, quand vous allez dans ces rassemblements, vous avez des gens qui présentent des pancartes, merci André, ou même qui ont dans leur voiture en permanence la photo d'André Citroën. Donc c'est quelque chose qui est absolument étonnant. Alors là, vous avez la photo, oui, du public là, au rassemblement du siècle. C'était juste avant mon discours, mais voilà. Ça c'était un grand moment parce que réunir 60 000 personnes, qu'une marque réunit 60 000 personnes pendant 3 jours avec 4 400 voitures de collection, c'est ce que j'ai appelé le Woodstock de Citroën. Donc, mais vraiment, pendant les 3 jours,
j'ai passé mon temps et ça a été très émouvant pour moi à signer des autographes, à faire prendre en photo avec les uns, avec les autres, à entendre les belles histoires que les gens avaient à raconter. Mais c'était un grand moment. Et d'ailleurs, dans un rassemblement comme celui-là, ce qui m'a impressionné, c'est de voir qu'il y avait des gens qui vraiment de toutes origines sociales, géographiques. Et il y avait beaucoup d'étrangers. Il y avait 20-25% des participants qui étaient étrangers. Il m'est arrivé une rencontre parmi d'autres qui m'a vraiment touché. Il y a un moment où il y avait une longue liste, une longue file d'attente devant moi pour les autographes et les photos. Et soudain arrivent trois Chinois qui me saluent et qui me serrent la main et qui me disent en anglais, écoutez monsieur, pour nous c'est un grand honneur de vous serrer la main, on ne pensait pas que ça allait nous arriver, mais il faut que vous sachiez que nous sommes venus de Chine spécialement pour cet événement et que hier, nous sommes allés nous recueillir devant la tombe de votre grand-père au cimetière de Montparnasse. Rien que de vous raconter, de l'émotion, parce que je vous dis des Chinois qui vous disent ça, c'est quand même quelque chose de très très fort. Mais partout où je suis allé l'année dernière, parce qu'il y a eu des manifestations mais dans tous les pays, je n'ai pas pu aller à toutes, il y en avait trop. Mais j'étais impressionné de voir en Belgique, en Allemagne, je suis allé en France et tout, de voir le monde qui était là. Et puis toutes les rencontres que j'ai faites. Et il m'est arrivé, par exemple, quand j'étais en Allemagne, pendant 8 heures de suite, de signer des autographes, de faire prendre en photo. En Belgique, pendant 5 heures de suite. À époque Auto à Lyon, je crois pendant 7 heures de suite. Mais c'était vraiment incroyable, c'était absolument émouvant et de voir, moi ce qui m'a vraiment beaucoup touché, c'est d'avoir face à moi des personnes, hommes ou femmes, qui d'un coup arrivent devant moi et ont les larmes aux yeux. Là vous vous dites, il s'est passé quelque chose. C'est sûr. J'ai plusieurs questions pour vous. Donc la première, c'est Larsen. Est-ce que Citroën a fait des avions et des bateaux? Au conservatoire Citroën, à Aulnay-sous-Bois, j'ai vu un hélicoptère Citroën, mais je n'ai pas connaissance d'avions et de bateaux. Effectivement, je vous invite tous à aller au conservatoire d'Aulnay-sous-Bois, le conservatoire Citroën d'Aulnay-sous-Bois. J'avais fait une émission là-bas avec Xavier Crespin et on avait vu effectivement cet hélicoptère Citroën. C'était assez incroyable. Et on vous demande également comment vous voyez Citroën dans 10 ans. Je pense que aujourd'hui, les voitures se ressemblent, hélas. Bon, c'est ce que j'ai dit au nouveau directeur du design de Citroën. Je dis, tu as un grand défi devant toi, c'est invente-nous des voitures qui sortent de l'ordinaire. Et je me suis permis de lui dire que le slogan de Citroën depuis quelque temps, il me convainc pas. Le slogan en anglais, Inspired by You, inspiré par vous, ça me convainc pas au niveau de la création, parce que toutes les voitures que j'ai mentionnées tout à l'heure, toutes les voitures mythiques, mais de manière générale, tout ce que crée l'homme, ça ne vient pas d'une inspiration, de recommandation des spectateurs ou des gens qui vous entourent. Les créateurs, ils inventent. Et donc, ils arrivent avec quelque chose qui vient de leur imagination et ça marche ou ça marche pas. Mais donc, il faut donné libre cours. Si vous demandez aux uns et aux autres qu'est-ce que vous voudriez comme voiture, etc., à quoi on arrive? À des voitures qui se ressemblent toutes. Regardez, par exemple, aujourd'hui, les SUV, elles sont toutes pareilles, de l'extérieur en tout cas. Même l'autre jour, j'ai vu une SUV Bentley. Bentley, c'est quand même une des marques les plus haut de gamme. De loin, j'avais l'impression que c'était une SUV de n'importe quelle autre marque. Donc, il va falloir se distinguer, ça c'est la première chose. Donc, je pense que l'équipe qui est en place va être capable de le faire. En tout cas, je l'espère. Ensuite, tout le monde va aller vers l'électrique, puisqu'on commence à y avoir des hybrides. Toutes les marques ont des hybrides, toutes les marques ont maintenant des voitures 100%
électrique. Donc, on sait que c'est la tendance que tout le monde va suivre. Alors après, ce qui va être important, finalement, c'est ce que les gens regardent, c'est l'aspect extérieur, l'aspect esthétique de la voiture. Euh, Quand vous avez une traction avant qui circule aujourd'hui, ou une DS ou une 2 chevaux, vous voyez les gens qui se retournent, qui sourient, parce que mine de rien, dans l'automobile, cet aspect esthétique a une grande valeur. Alors évidemment, pour le connaisseur après, et puis pour celui qui va l'utiliser, le confort à l'intérieur, la vitesse, la reprise, etc. Bon, c'est des éléments qui vont être pris en compte. Mais la première réaction des gens, c'est de voir la voiture telle qu'elle passe et puis de ressentir ou pas quelque chose. Et donc là, j'espère vraiment qu'on arrivera à trouver des formes qui feront que ces voitures, on en parlera et on les verra et on les collectionnera pendant longtemps. Qu'elle crée de l'émotion. Voilà, exactement. Oui, il n'y a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de produits, d'ailleurs, qui sont source d'émotions. Vous avez, je dirais les bijoux pour les femmes, peut-être, les montres pour les hommes et les femmes. Et sinon, les voitures, regardez, quand vous avez un salon de l'auto quelque part, vous avez 1 million, 2 millions de personnes qui y vont et avec les gens qui regardent de près. Il y a très peu de produits pour lesquels il y a un tel engouement, un tel enthousiasme. C'est vraiment la voiture, c'est quelque chose de très spécial dans ce domaine. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que le groupe PSA, est-ce que vous pensez que c'est j'ai pas entendu, pardon, il y a eu un bruit. Est-ce que Citroën ne risque pas de disparaître comme Talbot dans le groupe PSA? Je crois qu'ils ont tout. PSA sait que la marque Citroën est une marque qui a de l'importance parce que c'est vraiment un des monuments industriels français avec Peugeot et Renault. Et moi, j'ai jamais entendu dire que elle pourrait, que ça serait une intention de la noyer dans la masse. Je pense que je pense pas que ça puisse arriver. Ça me fait penser à une phrase, une question qu'a posé un jour en public le président de l'amicale Citroën France. Il a dit: est-ce que vous pouvez imaginer la France sans Citroën? Oui, c'est vrai, oui. Dernière question, est-ce que vous savez pourquoi Citroën a arrêté l'hydraulique? Mais je pense que c'était pour des questions de coût. C'est ce que j'ai cru comprendre, que c'était la production était trop coûteuse dans un contexte où on essayait de réduire tous azimuts les coûts pour pouvoir être plus compétitif et donc je pense que ça a été jugé nécessaire pour des raisons économiques. Alors évidemment, tous les fanas, les puristes de Citroën ont été désolés de l'apprendre parce que c'était quand même un des éléments qui caractérisait Citroën. Mais enfin bon, ça a été décidé pour cette raison-là. Qui dit qu'il peut répondre en tant qu'ancien malade. Voilà. Alors pour terminer, je voudrais juste que vous nous parliez là de cette journaliste du Monde au sujet de la ferveur suscitée par l'évocation du nom d'André Citroën. Oui, quand il y a eu le rassemblement du siècle, donc en juillet 2019, il y avait beaucoup de journalistes. Je crois qu'il y avait 400 journalistes qui étaient accrédités. Et j'étais interviewé par les uns et les autres. Et puis à la fin de l'événement, il y a une journaliste du Monde qui m'interroge pendant 1 heure, on discute, et puis elle avait vu ce qui se passait à l'endroit. Et elle m'a dit, en fait, en France, il n'y a que 2 personnes qui peuvent réunir autant de monde de toutes origines sociales, géographiques et autres. C'est avec un tel engouement et un tel enthousiasme, c'est Johnny Hallyday et André Citroën. Donc, je trouvais que c'était bien dit parce que je vous dis, à l'occasion des milliers de contacts que j'ai eus l'année dernière, j'ai pu vraiment vérifier
vous avez des gens, mais de toutes origines, de toutes professions, le notaire, l'agriculteur, l'architecte, le préfet, vous avez tout le monde. Tout le monde est lié à cette marque, des gens de toutes origines, de tous âges aussi, parce que vous avez je vois qu'il y a des fanats qui ont 20 ans, 22 ans, qui ont l'impression qui ont un virus qui a été inculqué par leurs parents ou par des proches, et puis des hommes et des femmes. Hein, parce qu'on souvent on associe l'automobile à l'homme. Non, vous avez beaucoup de femmes qui sont aussi des passionnées. Et je vois dans toutes ces rencontres, dans tous les événements que eux organisent, vous avez les femmes et les hommes qui sont main dans la main et qui vont de l'avant et qui trouvent une passion commune et qui se distraient tous ensemble. Et finalement, ça rapproche les gens. On se dit, tiens, s'il pouvait y avoir un élément qui nous unit tous en France de cette manière, la France aura un bel avenir. Merci beaucoup, Jacques. Merci à tous d'avoir suivi ce live spécial André Citroën avec son petit-fils Henri-Jacques Citroën. Je vous donne rendez-vous vendredi avec le président de la FIEV, Claude Cham. Merci et bon après-midi. Merci Stéphanie et merci à tous de m'avoir écouté. Ça a été un plaisir de vous témoigner mon émotion face à une si belle histoire, une histoire de France. Merci.